Vous l'avez déjà sûrement remarqué, mais c'est devenu un peu la mode ces derniers temps de sortir une suite à un film des années 80. Et on va pas se le cacher, la plupart du temps, c'est par souci de coût et surtout par rentabilité, et non réellement par nostalgie. Vu qu'en effet, ces films qui ont assez bien fonctionné et ont marqué la pop culture sur leur passage disposent généralement d'une assez grosse fanbase, déjà prête à courir au cinéma pour voir une suite. Et puis de toute façon, on va pas se le cacher, écrire une suite globalement reprenant les anciens personnages et les anciens acteurs, bah ça coûte moins cher que de faire de l'original. Et donc après l'immense succès de Top Gun qui a ouvert la voie aux autres récemment, c'est un peu normal que tous les studios se ruent dessus en ce moment pour essayer d'avoir leur part du gâteau. Mais je dois vous avouer que je m'attendais clairement pas à ce que Tim Burton en personne soit de la partie ici. Surtout pour nous donner une suite à l'un de ses tout premiers films, j'ai nommé Beetlejuice. Alors est-ce que comme le flic de Beverly Hills sur Netflix, ce Beetlejuice produit une suite fainéante qui ne donne aucunement envie de le voir au cinéma, ou bien au contraire est-ce que Tim Burton revient au sommet de son art? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Beetlejuice 2, vous allez vous retrouver directement projeté à notre époque à suivre Lydia Deetz, la fille de la famille installée dans la maison hantée du premier film. En effet, presque 40 ans plus tard, aujourd'hui, elle est désormais à la tête d'un talk show sur le paranormal dans lequel elle aide les couples avec leur tracas au quotidien concernant les apparitions et surtout les fantômes farceurs. Seulement voilà, ici, c'est à son tour d'être de nouveau victime d'apparitions, surtout quand soudainement elle va se remettre à voir Beetlejuice lui pourrir sa vie au quotidien, lui qui tente de reprendre contact avec elle pour terminer ce qu'il n'a pas pu faire dans le premier film, à savoir la marier de force. Mais dans le même temps, vous allez le voir ici, ce n'est pas la seule chose bizarre qui se déroule dans le monde tordu de Tim Burton. Car s'il est vrai que Beetlejuice tente à nouveau de s'échapper du monde des morts pour rejoindre celui des vivants, eh bien sa volonté sera encore plus grande aujourd'hui puisqu'il tente de fuir son ex-femme. Une certaine faucheuse d'âme perdue en enfer et qui traque et aspire les âmes des moindres personnes sur son passage, refusant de l'aider dans la quête pour retrouver son mari. Bref, une raison de plus, vous me direz, pour quitter le monde des morts pour de bon. Et de son côté, malgré elle, notre chère Lydia va avoir besoin de l'aide du démon ici pour espérer sauver sa fille des griffes d'une mort certaine. Bref, vous le verrez par la suite, c'est d'autant plus de raisons qui vont faire qu'au fur et à mesure du film, notre couple maudit préféré va être amené à collaborer. Alors, bien entendu, si on y regarde de plus près cette suite, la chose la plus évidente ici, c'est qu'on a perdu notre couple original sur lequel l'histoire de Beetlejuice reposait à l'origine. En effet, ici, pas d'Alec Baldwin, ni même de Geena Davis, qui ne sont pas au casting de cette nouvelle histoire, puisque cette suite se repose désormais intégralement sur les personnages de Winona Ryder et surtout sur celui de Michael Keaton. Mais bon, pour les plus sceptiques, le casting s'est quand même étoffé ici avec 3 grosses têtes d'affiche pour les remplacer, et pas des moindres, puisqu'on y retrouve tout de même Monica Bellucci dans le rôle de l'ex-compagne de Beetlejuice, Jenna Ortega dans celui de la fille de Lydia Deetz, et surtout William Dafoe dans le rôle de l'enquêteur des ténèbres. On va l'appeler comme ça. Alors, vous me direz, au final, c'est pas plus mal comme ça, et surtout, le spectateur en repart gagnant. Mais malheureusement, eh bien, je suis désolé de vous l'apprendre, vous auriez tort de penser comme ça. Et si je vous le dis, eh bien, c'est parce que c'était ce que je m'étais dit juste avant d'aller voir ce film. Parce que, bah, comme tout le monde le sait, dans un film, plus on a de guests connus, moins ils ont de temps à l'écran, et surtout, la plupart du temps, moins ils ont d'utilité dans ton histoire. Et malheureusement, bah, c'est encore une règle qui va se démontrer aujourd'hui dans ce Beetlejuice 2. Alors, honnêtement, loin de moi l'idée de vous dégoter de ce film, parce que j'aurais aimé être son premier fan pour célébrer le retour de Tim Burton, presque 10 ans après sa dernière véritable création. Alors oui, vous m'excuserez, je compte pas Dumbo, qui est le film le moins Tim Burtonesque à mes yeux de sa filmo, mais je suis au regret de vous dire aujourd'hui que pour ma part, c'est une sacrée déception. Déjà de une, on va commencer par le commencement ici, Monica Bellucci, qui est censée avoir un rôle giga important dans l'histoire, presque la raison principale pour laquelle cette suite existe, bah au final, elle s'avère être un gigantesque pétard mouillé qui n'aura tout bonnement qu'une dizaine de minutes à l'écran et surtout aucune réelle implication sur le reste du scénario. Je vous le dis tout de suite parce que, mis à part son introduction géniale qui nous rappelle les heures de gloire de Tim Burton dans le registre Dark Fantasy et passer son gag visuel à chaque fois qu'elle vole l'âme de quelqu'un, eh bien elle a le rôle le plus inutile qui m'a été donné de voir pour un antagoniste sur ces 10 dernières années. Surtout quand tout ton rôle entier est censé justifier un film derrière. Alors ok, je peux comprendre la volonté d'étoffer le personnage de Beetlejuice sur lequel on sait rien au départ,
départ, nous en apprendre un peu plus sur son passé, mais vraiment, passer ça, c'est le niveau 0 de l'écriture d'un personnage. Pour vous faire comprendre un peu plus facilement, c'est un peu comme si Disney s'était chié dessus au moment de l'écriture de Thanos et que Star-Lord l'avait tué d'un seul coup pendant Infinity War, en laissant ainsi place à une décennie de films pour le méchant le plus important de ton histoire, fini en 2 minutes. Bah voilà, c'est un petit peu le même niveau ici. Et d'un autre côté, malheureusement, c'est pas tout, puisque le personnage de Jenna Ortega en pâtit elle aussi, puisqu'elle est plutôt mal utilisée dans cette suite, elle qui aurait dû en bénéficier le plus possible, avec ce côté ajouté de mère-fille qui est important à l'histoire, mais comme je vous l'ai dit juste avant, vu que Tim Burton a voulu explorer et mettre en avant ici la relation entre Lydia et Beetlejuice dans cette suite, eh bien cette autre relation matriarcale est plutôt minimisée et finalement mise de côté pour servir juste à un Deus Ex assez froid et prévisible de loin. Et ce n'est pas le personnage de William Dafoe qui va arranger les choses ici. Alors ok, je vous avoue, j'étais plutôt content de le retrouver dans un rôle aussi loufoque et totalement barré comme il a pu l'être en début d'année dans Poor Things, aux côtés d'Emma Stone, mais si je suis totalement transparent avec vous, mis à part 2-3 gags visuels par rapport à son rôle de policier des ténèbres qui essaie de faire régner la loi entre le monde des vivants et celui des morts, on va pas se le cacher, son personnage est tout aussi inutile que les deux précédentes et il apporte clairement rien de plus à l'histoire. Mis à part peut-être qu'il a fait s'éparpiller encore un peu plus et qu'on perd de vue le but original. Et bon autant qu'on y est, autant tout vous avouer, j'ai trouvé le personnage de Beetlejuice bien en deçà de l'original, qui pour me l'être refait récemment nous laisse ici une impression amère d'avoir été totalement nerfé et d'avoir surtout perdu de son mordant, que ce soit au niveau de son caractère, mais aussi pour nous le faire passer ici pour un agneau, ayant délaissé le côté horrible et son penchant pour le sexe, alors que bon, je vous rappelle qu'à l'origine, il s'agit d'un démon. Et c'est donc toutes ces petites choses qui, mis bout à bout, font que l'histoire de ce Beetlejuice 2 se découpe petit à petit et malheureusement, je vais être obligé de vous le dire, n'en vaille pas la peine à mes yeux. Et je dois vous avouer que c'était un petit peu ma crainte originale avec ce film, comme à peu près avec toutes les suites récentes de films des années 80. A contrario maintenant, et même si je sais que c'est un petit peu tard pour redorer son image, c'est aussi le film le plus burtonesque de sa filmographie et peut-être celui qui visuellement se démarque le plus pour le réalisateur depuis Charlie et la chocolaterie. Si je suis honnête avec vous, en tant que fan du réalisateur et de ses précédentes créations, c'est peut-être même le plus beau retour aux sources que j'ai pu vivre au cinéma pour un réalisateur ces dernières années. Et c'est aussi pour ça que ça me dérange le plus, parce que s'il avait un peu plus réussi son scénario et le développement de ses personnages, on sent que ça aurait pu clairement devenir un des meilleurs films de sa carrière. Je vous mentirai donc pas en vous disant que visuellement, ce Beetlejuice va faire encore plus voyager et surtout plus rêver que le précédent, toujours sur le thème de la vie après la mort. Un thème qui, on le sait, est très important pour son réalisateur depuis ses débuts et qui a toujours été présent dans ses créations. Et même si je n'ai pas forcément aimé ses personnages, aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont tous très différents et qu'ils ont chacun leur propre univers qui se démarque à l'écran, que ce soit pour leur mise en scène et pour leur apparition, tout comme au niveau de leurs costumes magnifiques qu'ils portent ou encore dans les décors dans lesquels ils vont déambuler. Là pour le coup, j'ai rien à redire si ce n'est que la ville de Winter River et son monde parallèle déborderont de couleurs et bénéficieront nettement des améliorations visuelles acquises durant ces 40 dernières années au cinéma. Oui, parce que on va pas se le cacher, Beetlejuice 1 est sûrement quand même le film de la carrière de Tim Burton qui a le moins bien vieilli visuellement et qui en ressort le plus gagnant aujourd'hui. Et donc pour les amoureux d'effets pratiques, je vous rassure tout autant, Tim Burton reste fidèle à son image et surtout à ses personnages et à ses gags visuels dont le film en regorge en grande quantité pour notre plus grand plaisir visuel. Vous l'aurez donc sûrement compris ici, c'est donc avec une amère déception que je ne peux conseiller ce Beetlejuice au plus grand nombre, ni même réellement aux fans du premier film qui préféreront sûrement le premier et qui seront sûrement un petit peu déçus par cette suite qui se destine plutôt aux fans invétérés de Tim Burton qui cherchent à retrouver le réalisateur qui les a tant fait rêver. Un constat malheureusement amer de mon côté mais qui encore une fois restera le même pour toutes les suites de films cultes ces dernières années, exception faite pour Top Gun 2. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que Tim Burton a réussi à vous surprendre aujourd'hui ou bien est-ce qu'il vous a déçu avec cette suite? J'attends vos retours avec impatience dans les commentaires et surtout j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.